Bien, bonsoir chers collègues. Petit conseil municipal, on démarre. J'ouvre la séance. Vous avez remarqué qu'il y a une délibération sur table. Petite modification de l'ordre du jour avec l'ajout d'une délibération portant sur l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Vous les avez bien sur table. Avec votre accord, c'est OK pour tout le monde? Très bien, je vous remercie. Je désigne un secrétaire de séance en la personne de Virginie Vidorita, la Benjamine de la soirée. Chère Virginie. Absent excusé, ayant donné délégation de pouvoir, Thierry Diremer m'a donné pouvoir, Audrey Combi a donné pouvoir à Caroline Glise, Régis Emerio à Joël Massy, Arnaud Gann à Thierry Dubreuil, Philippe Brard à Serge Flao. J'excuse bien volontiers Arnaud Gann et Philippe Brard qui sont à Marensin en ce moment pour un débat au sujet d'une éventuelle nouvelle centrale nucléaire dans le Blayais. Donc ils ont souhaité en tant qu'élus assister à cette réunion et ils sont évidemment tout excusés. Marlène Guiriec a donné pouvoir à Brigitte Nabé-Girard, Clément Mézergue a donné pouvoir à Gilles Boye, Frédéric Malville a donné pouvoir à André Vessière, Monsieur Vessière, bonsoir, et Marc Boisseau a donné pouvoir à Sophie Carrère. Je rajoute qu'Anne-Marie Sarrazin va peut-être arriver en cours de route, mais qu'elle a quand même donné pouvoir dans l'attente à Chantal Caro. Des remarques au sujet du procès-verbal de la dernière séance du 3 octobre? Pas de remarques. Mme Fontaine, Mme Carrère, c'est OK pour vous? Très bien, le procès-verbal est donc approuvé. Les registres vont circuler pour signature et on démarre avec une première délibération au sujet d'une attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Papat et compagnie. Gilles, je t'en prie, tu as la parole. Bonsoir. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer une subvention exceptionnelle de l'ordre de 500 euros à l'association Papat et compagnie. Nous avions fixé au niveau des subventions de fonctionnement 67 500 euros au BP 2024. Il restait en non affecté 500 euros. Association Papat et compagnie nous a demandé une rallonge au niveau de subvention donc de 500 euros. En fait, il s'agit de stériliser les chats dans plusieurs rues, disons. Donc là, ça nous permettra à peu près de stériliser entre 10 et 12 chats. Et donc, on a accédé à sa demande et on finira le total des subventions accordées cette année à 67 500 euros. Voilà. Donc, je vous demanderai simplement d'autoriser cette subvention-là. Très bien, des remarques. Merci à Papat et compagnie qui fait un travail essentiel en matière de stérilisation des chats. Pas de remarques, c'est OK pour tout le monde. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Autre sujet à l'ordre du jour, une décision modificative portant ouverture et transfert de crédit au budget primitif. Yannick, je t'en prie, tu rapportes. Bonsoir à tous. Le 9 février dernier, nous avons décidé par délibération d'acquérir 3 parcelles de terrain dans le cadre d'une procédure dite de biens vacants sans maître. En d'autres termes, dont les propriétaires n'ont pu être identifiés. Il nous revient donc ce soir d'ouvrir des crédits budgétaires concernant l'intégration à titre gratuit dans le patrimoine communal de ces 3 terrains par des opérations comptables d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement, à hauteur de 332 500 euros. Donc inscription en dépenses au chapitre 41 compte 2111 d'un montant de 332 500 euros. Et au niveau des recettes, chapitre toujours 41 compte 1328, la même somme, 332 500 euros, pour assurer l'équilibre financier de la section investissement. En outre, il est proposé d'ouvrir un crédit à hauteur de 24 000 euros pour l'acquisition d'un véhicule de transport et de constater son amortissement. Donc, même opération, au chapitre 21, immobilisation corporelle en dépenses, achat d'un matériel de transport pour une somme de 24 000 euros. Et au chapitre 42, dotation aux amortissements, une recette de 24 000 euros, toujours pour équilibrer la section investissement. Cette décision modificative a reçu un avis favorable à la commission ressources en date du 28 novembre 2024. Il est donc demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver cette décision modificative numéro 2. Très bien, avez-vous des questions? Madame Fontaine, je vous en prie. Oui, bonsoir Monsieur le maire. Pouvez-vous nous rappeler où se situent ces parcelles, s'il vous plaît? Alors, les parcelles dont on parle, il y en a d'abord, de mon point de vue, la plus importante, en tout cas celle qui a le plus de valeur, se situe en bas de la rue des Gabots, à l'intersection Gabot-Galerie. Donc, c'est rue de la Galerie, la petite parcelle qui accueillait des moutons, qui accueille encore d'ailleurs des moutons. Donc, il s'agit de cette parcelle. C'est une parcelle qu'on avait repérée en début de mandat, on en avait discuté à plusieurs reprises.
Et après, après investigation, après enquête, il s'avère qu'effectivement, il n'y a pas de propriétaire connu, déclaré en tout cas, de cette parcelle, bien qu'elle soit occupée par des moutons. Et donc, il s'agit d'une belle opportunité pour la commune, sachant qu'il y a juste à côté, à notre terrain, les anciennes vignes qui étaient exploitées par Patrick Fédieux, et que l'ensemble de cette parcelle pourrait donner lieu à un projet immobilier au porteur. On a déjà discuté à plusieurs reprises dans le cadre de la commission. Ça, c'était pour les premières parcelles. Et ensuite, il y a des parcelles tout en haut de l'impasse Noguero, tout en haut de l'impasse Noguero à droite. Il s'agit là de la parcelle qui se situe juste à l'arrière d'un terrain très connu, d'un monsieur très connu Aizan, parcelle sur laquelle il y a également un projet immobilier. Alors je le dis tout de suite, la parcelle dont on parle ne sera pas constructible, ne fera pas partie de l'assiette de ce projet immobilier et il n'est pas dans notre intention d'y construire quoi que ce soit. Là aussi, on s'y était engagé en commission et donc je le répète ce soir. Voilà, Mme Fontaine. Et j'ajoute, puisque vous ne m'avez pas posé la question, que les 24 000 euros que l'on prévoit pour l'acquisition d'un véhicule de transport, il s'agira d'un véhicule qui aura vocation à filer un coup de main aux associations sportives principalement, mais pas que, qui pourra avoir besoin d'un véhicule le week-end pour y conduire leur équipe sur des compétitions. C'est également un véhicule qui servira aux classes et à ActiVacances, à nos dispositifs ActiVacances, pour conduire les gamins sur les activités qu'on propose aux familles donc pendant les vacances scolaires. Voilà. D'autres questions ? Monsieur Vessière, je vous en prie. Oui, c'est le remplacement du bus 9 places qui était... Tout à fait, c'est le remplacement du minibus qui manque cruellement. J'aurais aimé qu'il arrive plus tôt, mais c'est plus long que prévu. Voilà, voilà, c'est pour des questions diverses, indépendantes de notre volonté, c'est plus long que prévu. C'est OK pour tout le monde ? Bien, je passe cette délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Très bien, je vous remercie. Autre délibération, s'agissant d'une autorisation d'engagement de liquidation et de mandatement de dépenses d'investissement dans le cadre de l'exercice 2025. Yannick, tu conserves la parole. Effectivement, comme chaque fin d'année comptable et avant le vote du budget primitif qui se fera comme d'habitude au fin mars, début avril, il nous revient de prendre des dispositions afin d'assurer la continuité de nos services et de notre politique d'investissement. 3 choses essentielles concernant la partie fonctionnement. Le maire est en droit donc de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater des dépenses dans la limite de celles inscrites au budget 2024 sur le premier trimestre 2025 et jusqu'à l'adoption du budget 2025. Il est aussi en droit de mandater le remboursement du capital de la dette. Et concernant la partie investissement, et c'est le propre de la délibération, il peut engager et mandater des dépenses à hauteur de 25% des crédits qui étaient ouverts au budget prévisionnel 2024. Au budget 2024, au niveau de l'investissement en dépenses, nous avions prévu 3 332 079 €. 25% de cette somme nous donne une enveloppe maximale de 833 019 €. Pour rappel, ces 25% ne portent pas sur l'ensemble de la section investissement. Il ne concerne que les chapitres 20, 21 et 23, à savoir le chapitre 20, les immobilisations incorporelles, le chapitre 21, les immobilisations corporelles, comme l'acquisition d'un moyen de transport, qui augmente notre patrimoine, et le chapitre 23, les immobilisations qui sont en cours, à savoir les travaux qui ne sont pas terminés et qui basculeront au niveau du chapitre 21. L'objet de cette délibération, c'est donc d'autoriser M. le maire à engager des dépenses sur le début de l'exercice 2025 sur la section d'investissement jusqu'à hauteur de 757 000 €. Donc, on respecte bien l'engagement des 25%. Et les principaux investissements ciblés sont le restaurant scolaire, au niveau des travaux qui sont réalisés au niveau du restaurant scolaire pour un montant de 150 000 €. Des travaux au niveau des bâtiments, 100 000 €. Au niveau de la voirie, 50 000 €. Et des travaux en cours, toujours au niveau de la voirie, pour un montant de 150 000 €. Entre autres. Et également de vous informer que des crédits de paiement seront ouverts dans la limite du tiers maximum des crédits ouverts au budget primitif 2024, concernant les autorisations de programme,
Concernant l'aménagement des abords de la médiathèque, au budget primitif 2024 était inscrit 42 471 €. Donc nous mettons un crédit ouvert avant le vote du budget 2025 de 10 000 €. Et concernant l'opération Ville sportive, 1 116 220 € étaient inscrits au budget 2024. Et nous ouvrons des crédits à hauteur de 372 000 €. Très bien, merci Yannick. Y a-t-il des questions peut-être au sujet de cette délibération très classique qu'on présente tous les ans en début d'année, qui nous permet grosso modo de démarrer l'exercice budgétaire avant l'adoption du budget, parce que sinon on ampute notre année de 3 mois, ce qui est assez ballot. Des questions peut-être? C'est OK pour tout le monde? Bien. Tant qu'on est sur des considérations financières, avant de passer cette délibération au vote, je précise à l'attention de tous les élus que Monsieur Canté, je ne sais pas si vous vous souvenez de Monsieur Canté, c'est le conseiller aux collectivités territoriales qui bosse pour la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, qu'on avait reçu ensemble il y a 2 ou 3 ans. Rappelez-vous, on s'était porté candidat en quelque sorte, la commune s'était portée candidate il y a 2 ou 3 ans je crois, pour faire l'objet d'un suivi régulier de la part de la DGFiP et pour bénéficier le cas échéant de conseils de la part de ce spécialiste des finances publiques. Monsieur Canté nous a rendu son rapport pour l'année 2023 qui couvre donc toute l'année budgétaire 2023 il y a quelques jours. Ce rapport est évidemment à votre disposition si vous souhaitez le consulter. Et en substance, bien qu'il pointe un ratio de rigidité évidemment très, très contraint, puisqu'Ison n'est pas une commune très riche et qu'on a des dépenses de fonctionnement qui sont scalées, des dépenses de personnel en particulier, il n'empêche que M. Canté, grosso modo, salue la très bonne santé financière de la commune, malgré tous les investissements qu'on réalise. On n'a pas un 18 sur 20, mais en tout cas, on a voilà, il dit franchement, jusqu'à présent en tout cas, malgré un contexte très contraint, l'inflation et tout le reste, malgré tout ça, malgré un emprunt qu'on a réalisé il y a 2 ans et demi, malgré tout ça, la santé financière de la commune est plutôt très très bonne. Voilà, donc ce rapport est à votre disposition. Dernier élément connexe, j'en profite également pour vous dire que je suis obligé d'en parler un petit peu ce soir, quand même, que le contexte national, on va le dire comme ça, le contexte national quelque peu chaotique, voilà, fruit d'une décision au mieux folle du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. En tout cas, je pense qu'elle était absurde à titre personnel, davantage que folle. En tout cas, ce contexte, évidemment, nous plonge dans le brouillard total, le plus total, et que, inévitablement, la préparation budgétaire pour l'année 2025, inévitablement, cette préparation budgétaire sera d'autant plus compliquée. C'est déjà pas simple en temps normal. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, on aura l'occasion d'en discuter en commission ressources, mais là, vraiment, ouais, là, évidemment, c'est très compliqué. Je suis même pas capable de vous dire de quelle dotation on va bénéficier, quelles sont les subventions qui vont être maintenues. Je peux vous annoncer a priori que les cotisations retraite employeur vont augmenter d'1 point à minima, ce qui représente quand même 55 000 € de plus sur le 12. Yannick, il faudra quand même qu'on l'intègre. Ça veut dire que, boum, d'entrée, ça, on sait que a priori, on ne devrait pas y échapper, puisque c'est une décision qui était prise par décret. Mais pour le reste, le projet de loi de finances n'ayant pas été adopté, les délais étant ce qu'ils sont, et le brouillard étant total sur la situation politique nationale, je suis assez embêté, pas inquiet, parce qu'une fois encore, on a une situation financière saine, et on a des objectifs de politique municipale, y compris en matière d'investissement, qui sont très clairs, donc on va les poursuivre, mais il n'empêche que c'est pas confortable, et voilà, je le dis. Je pense également, j'ai aussi une pensée pour les entrepreneurs qui, d'une manière générale, traversent une situation très très compliquée, qui eux aussi manquent de visibilité, et quand on n'a pas de visibilité et qu'on entreprend, c'est très compliqué. Et par ailleurs, ça c'est un autre indice, notre source d'inquiétude en tout cas. Voilà, le contexte économique et social se dégrade fortement. Et voilà, on aura certainement l'occasion d'en discuter, mais je suis inquiet pour l'emploi, pas que pour l'emploi.
En tout cas, voilà, la situation est très compliquée. Je me devais d'en parler de manière annexe. Voilà. Je passe cette délibération au vote. Y a-t-il des remarques peut-être sur ce que je viens de dire ou des questions peut-être, Madame Fontaine? Oui, pardon. Non, Je je vous en crois que prie. vous avez parfaitement résumé la situation et je crois qu'on partage tous votre inquiétude. Le mail que nous avons reçu aussi du président du conseil départemental ces jours-ci allait dans le même sens. C'est vrai que la constitution du budget va être un exercice particulièrement compliqué. Tout à fait. Je passe cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre délibération. Et on bascule sur Brigitte, s'agissant de l'attribution de chèques cadeaux au personnel. Brigitte, je t'en prie. Alors, monsieur le maire, mes chers collègues, eh bien, nous allons donc passer une délibération qui est fort agréable, puisqu'il s'agit des fêtes de fin d'année que nous allons vivre ici, donc à Izon, avec un repas du personnel qui est en cours de préparation. Et nous reconduisons à l'identique les chèques, pardon. J'ai un petit message là qui arrive de mes collègues. Les chèques cadeaux d'une valeur de 70 € à l'ensemble du personnel communal, fonctionnaires et contractuels en poste au sein de la collectivité depuis 6 mois. Voilà, c'était la règle qu'on avait fixée. 81 agents sont concernés et nous gardons bien évidemment aussi le cadeau pour les petits d'un montant de 30 €. Alors, il manque un petit chiffre. Il s'agit de... Pardon, de combien? Ah oui, et corrige, les collègues corrigent. 38 enfants sont concernés. Alors, pourquoi on a le bon chiffre? C'est parce qu'il va y avoir une opération donc, la semaine prochaine où les cadeaux vont être mis sous papier cadeau. Voilà, vont être présentés de la meilleure manière possible pour les offrir en fin de semaine. Voilà, mes chers collègues, cette délibération. Très bien, je la passe au vote, à moins qu'il y ait des questions. C'est OK sur le chèque cadeau. Merci au personnel et j'embrasse vos enfants. Je passe donc cette délib au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre délibération. Brigitte, tu conserves la parole pour la délivrance de titres d'identité, une opération de mise à disposition avec la mairie de Vous Vert. savez qu'on a un agent municipal, donc qui est aussi à l'accueil mairie, qui assure des permanences à la mairie de Vert, qui a tout l'équipement pour cela, pour recevoir les Isonnaises et Isonnais pour les délivrances de cartes d'identité, faire donc et s'occuper aussi des passeports. Donc cet agent est mis à disposition et nous envisageons donc de poursuivre cette mise à disposition, et ce jusqu'à la fin du mandat. Donc ce ne sera pas une année, mais ça sera jusqu'à la fin du mandat. Voilà la délibération que nous vous présentons. Très bien, y a-t-il des questions peut-être au sujet de cette mise à disposition? Je précise, hein, on a vu que c'est un succès, un gros succès. C'est-à-dire qu'il y a quantité de familles qui vont à la mairie de Vert pour se faire refaire le passeport ou une carte d'identité. Sur l'année 2024, quelques chiffres, on compte 1645 titres d'identité qui ont été faits par ce service, dont un gros tiers d'Isonnais. Ça veut dire que les familles isonnaises se sont vraiment emparées de ce service. Et je dois dire que c'est, je le répète, hein, le fruit d'une coopération entre la commune de Vert et la commune d'Izon. Et donc je remercie du fond du cœur le maire de Vert et son conseil municipal d'avoir, avec nous, à nos côtés, mis en place cette coopération intercommunale. Et bon, je n'irai pas plus loin, mais en tout cas, voilà, compte tenu du nombre d'Isonnais qui fréquentent ce service, force est de constater que c'est une convention de mise à disposition très opportune, en tout cas pour la ville d'Izon. Donc merci beaucoup à Vert. Et à chaque fois qu'on pourra, avec eux, prendre l'initiative d'une coopération intercommunale, on ne manque pas de le faire et on continuera de le faire. Par ailleurs, toujours dans une logique de coopération intercommunale, certains d'entre vous le savent, mais pas tous, et la population ne le sait pas encore, mais la CALI met en place un bus itinérant France Service qui va offrir un service de proximité et qui permettra à des Isonnais sans rendez-vous, de manière totalement gratuite, d'avoir
des renseignements sur leur retraite, la CAF, des problèmes de santé, les dispositifs logements mis en place par la CALI. Enfin bref, c'est vraiment un bus France Service à part entière qui s'installera sur la place du marché, disons, le deuxième jeudi de chaque mois et qui va donc arriver le jeudi 12 prochain, qui sera pour la première fois à Ison. Il faut saluer l'initiative, me semble-t-il, et j'espère que les Isonnais vont s'en emparer. Pour ceux notamment qui galèrent un peu en matière avec l'outil informatique, on pourra bénéficier de conseils. Les 2 agents de la CALI qui seront là, a priori, sont plutôt bien formés pour apporter ces conseils. Et donc j'espère que ce bus France Service rencontrera un succès certain sur la place du marché le jeudi matin, le deuxième jeudi donc de chaque mois. Je passe la délibération au vote concernant la convention de mise à disposition de personnel auprès de la mairie de Vers. Y a-t-il des voix contre, des personnes qui s'abstiennent? Très bien, je vous remercie. Brigitte, tu conserves la parole en matière de protection sociale complémentaire. Alors, la protection sociale complémentaire, risque santé, le choix de la procédure et la fixation de la participation. Alors là, nous sommes toujours dans l'intercommunalité, mais une intercommunalité bien plus large, parce que vous vous souvenez, nous avions demandé au centre de gestion de nous aider. Alors nous, plusieurs communes étaient concernées, des intercommunalités, pour trouver l'organisme auquel on pouvait souscrire pour le risque santé, avec un organisme donc bien évidemment labellisé, et il s'agit d'une mutuelle qui a été désignée, qui a été choisie et qui s'appelle Alternative Courtage, MNFCT. Alors, pourquoi passer cette délit? Parce que nous avons 10 agents, une dizaine d'agents, 9 je pense, qui actuellement bénéficient d'une mutuelle, d'une protection donc labellisée et collective au sein de la municipalité, et cela s'arrête, ça se termine au 31 décembre. Donc, ils vont basculer sur cette nouvelle mutuelle à compter du 1er janvier. Donc, voilà pourquoi cette délibération. Une dizaine d'agents simplement est concernée. Donc, nous avons encore du travail à faire pour faire connaître ces services et aller un peu plus loin. Nous le ferons en 26. Et là, nous sommes dans la sagesse. Nous gardons le statu quo. Donc, quant à notre participation, alors elle est un montant de 1 euro par agent et par mois. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, en fin 24. Très bien, je te remercie. Des questions? C'est OK, je la passe au vote, cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Brigitte, tu conserves la parole pour une mise à jour du tableau des effectifs. Alors, le tableau des effectifs, eh bien, on voit la vie de nos agents, les départs, les arrivées. Donc, nous avons les tableaux que vous avez eus donc, pour le mois de décembre et pour le mois de janvier. Donc, est-ce que je les regroupe? Non. Allez, on va pas regrouper ça. Donc, nous avons pour le mois de décembre et à compter de janvier, la suppression d'un emploi permanent à temps complet pour un agent exerçant la fonction de directrice générale en charge des ressources humaines, donc vous savez, et des finances, donc vous savez de qui il s'agit, puisque cette personne donc a choisi de travailler sur une autre commune. Et puis nous avons la création d'un emploi permanent à temps complet pour un agent exerçant la fonction de directeur financier au grade d'attaché territorial, dont nous allons faire la connaissance au mois de janvier. Alors la date exacte, on ne l'a pas, mais c'est en cours, et on espère vraiment que ce sera, qu'il arrivera vite pour pouvoir nous aider, notamment par rapport à notre budget municipal, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'est la première délibération qui nous est proposée. Très bien, je passe au vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Brigitte, tu conserves la parole, s'agissant de la création d'un emploi permanent à temps complet. Alors voilà, et l'autre délibération, bien comme la nature a horreur du vide, on s'en va et on arrive. Donc nous avons donc recruté une personne en charge des ressources humaines, mais également de la communication, puisqu'il nous paraissait
important de renforcer ce poste. Donc là, voilà donc de quoi il s'agit dans cette délibération et ce recrutement donc de cette personne à temps complet. Des questions? C'est OK. Je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Delphine, tu prends la parole au sujet d'une convention entre la commune et l'agence de services et de paiement pour le renouvellement de la tarification sociale des cantines scolaires. Je t'en prie, Delphine, pardon. En effet, donc depuis mai 2021, les familles avec un QF avec le QF le plus bas, c'est-à-dire jusqu'à 6. Comment? Le QF, pardon, oui, le quotient familial, jusqu'à 600 bénéficient d'une tarification de la cantine à 1 euro. Et si nous voulons pouvoir poursuivre cette tarification, il faut que nous re-signions une convention donc, avec l'agence de services et de paiement. Donc en fait, nous demandons au conseil municipal d'approuver cette convention triennale, de préciser que cette présente délibération ainsi que la convention seront transmises donc à l'agence de paiement afin de vérifier l'éligibilité de la collectivité, dire que cette convention est signée pour une période de 3 ans et enfin d'autoriser monsieur le maire à habiliter à signer cette présente délibération. Des questions peut-être sur ce sujet? C'est OK pour tout le monde, c'est classique, hein, on renouvelle le dispositif qu'on a mis en place il y a 3 ans. Et je le dis très sincèrement, c'est un dispositif dont je suis, à titre personnel, très fier. En tout cas, que les familles, que les enfants des familles les plus défavorisées puissent bénéficier d'un repas à 1 euro, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un dispositif qui concerne 65 élèves sur les 700 et quelques repas qu'on sert tous les jours. Donc ça va faire du 8-9% à peu près des familles qui sont concernées. Pour 40 familles, c'est plutôt une très bonne chose. Voilà, j'espère évidemment que ce dispositif va durer dans le temps. J'ai dit repas équilibré. C'est important de le dire parce que certains le savent, mais pas tous peut-être. Et on m'a interpellé en commission il y a peu de temps, il y a quelques jours. On est passé à 4 composantes. Là où nous servions des menus à 5 composantes, nous sommes passés à 4 composantes. C'est un choix qui a été fait en toute transparence en y associant les associations de parents d'élèves qu'on a sondées en leur demandant très clairement quel est votre choix entre soit maintenir des menus à 5 composantes, mais alors inévitablement nous allons devoir augmenter les tarifs du restaurant scolaire parce que avec 20% d'inflation depuis le début de l'année, depuis le début du mandat, autant pour moi, on ne pouvait pas raisonnablement conserver les mêmes tarifs. Soit accepter de passer à 4 composantes, auquel cas on maintenait les tarifications en vigueur. Et moi, à titre personnel, ma préférence allait très nettement au maintien des tarifications en vigueur en passant à 4 composantes, sachant que ce passage à 4 composantes avait, qui plus est, une vertu très précieuse, c'est qu'on limitait le gaspillage alimentaire. Sachant que le gaspillage alimentaire, croyez-moi, au restaurant scolaire, il est absolument considérable. Et je précise que ce passage à 4 composantes n'altère en rien l'équilibre des menus. En rien. Donc, il me semblait que c'était plutôt du bon sens. C'est les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, de manière très consensuelle, ont dit oui, effectivement, le choix que font les familles qu'on représente en tout cas, c'est le choix de passer à 4 composantes, mais de maintenir donc les tarifs en vigueur. Et c'est le choix que nous avons fait en associant les associations de parents d'élèves. Alors donc ça c'est pratiqué depuis cette rentrée de septembre. On m'a dit oui, mais alors vous n'avez pas assez communiqué sur le sujet. Et moi je réponds en toute bonne foi que j'ai tenu à associer les associations de parents d'élèves et que j'estime que ces associations sont représentatives des parents d'élèves. Et que donc, il revient à ces associations d'expliquer ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, et éventuellement de remonter, pourquoi pas, des revendications, des doléances ou que sais-je. Elles sont bien là, elles sont bien représentatives des parents d'élèves. Et ceci explique que nous n'ayons pas pris le temps, et c'est peut-être une faute, mais je l'assume, c'est une faute. Pour le coup, c'est ma faute. Je l'assume, pas pris le temps de communiquer à titre individuel avec chaque famille pour le leur expliquer. Donc je profite de ce conseil qui est public pour l'expliquer aux familles. Et s'il faut davantage communiquer, on communiquera davantage. Mais une fois encore, j'insiste, je tiens absolument
absolument à ce que les associations de parents d'élèves jouent leur rôle d'association représentative des parents d'élèves. Mais c'est ce qu'elles font. Mais voilà, sauf qu'il y a certaines familles qui ne sont pas proches des associations. Et voilà, donc c'est vrai que nous, on n'y peut rien. Les associations de parents d'élèves font leur travail. Ça, c'est peu de le dire qu'elles font leur travail et je salue à la fois les associations et le travail qu'elles réalisent. Je les remercie. Je passe ce sujet au vote. Cette délibération, donc, qui est contre, qui s'abstient. Très bien, je vous remercie. Autre sujet s'agissant d'une acquisition foncière, acquisition d'une parcelle qui se situe au 7 avenue du Général de Gaulle. C'est une parcelle qui fait 3777 mètres carrés et qui se situe le long du Cantrane, de l'autre côté, enfin là où il y a le lotissement, le bordure de Daguet. C'est une des parcelles qui nous intéresse notamment pour faire des bassins de rétention naturels. Et donc, bon, vous savez qu'avec la Cali et le SMER, on travaille beaucoup sur le Cantrane, j'y reviendrai plus tard. En tout cas, on a besoin de cette parcelle et la propriétaire, Madame Flores, que je salue, est d'accord pour nous vendre cette parcelle au prix de 10 575 €, ce qui fait au mètre carré, on doit être à 2,80 € le mètre carré à peu près. C'est le prix d'acquisition de la parcelle qui se situe juste devant, qu'on avait passé au conseil il y a quelques mois, et qui se situe juste devant l'ancien garage qui est à l'entrée ouest d'Ison. Voilà. Classique, même prix. Je le dis, je le répète, on ne va pas acheter des terrains en zone naturelle inondable à 5 € le mètre carré. Certains propriétaires souhaiteraient nous le vendre à 5 € le mètre carré, c'est pas possible. 2,80 €, c'est notre dernier prix a priori. Et donc, il nous reste une parcelle à acquérir et j'espère bien convaincre les propriétaires de cette parcelle de nous la vendre à 2,80 € le mètre. Voilà. Y a-t-il des questions peut-être au sujet de cette acquisition? C'est OK pour tout le monde, je la passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre acquisition, cette fois-ci d'un bien qui se situe au 115 avenue du Général de Gaulle, auprès de Gironde Habitat. Donc là, on se situe juste en face de l'église. Il s'agit on est en plein centre-bourg historique, donc d'une ancienne maison en plein milieu du centre-bourg, qui accueillait à l'époque une activité de maréchal Ferrand, sauf erreur de ma part, c'est bien ça. Et donc, voilà, on a réussi à convaincre Gironde Habitat, qui est devenu propriétaire de ce bien, de nous céder une partie de ce bien. Pour un prix de 155 000 €. C'est un sujet qu'on a abordé à plusieurs reprises en commission pour vous dire que voilà, je voudrais vraiment qu'on s'empare de ce petit immeuble, là, tout petit immeuble, hein, en face de l'église, pour y amener un petit peu d'activité économique si possible. C'est un gros sujet, un sujet d'ampleur, hein, la question de la revitalisation du centre-bourg. Et donc, il était important qu'on ait la maîtrise foncière au moins d'un bien pour pouvoir y installer une activité économique. Il y a différents projets dans les tuyaux. Évidemment, c'est un travail de longue haleine, hein, ça ne se fait pas comme ça, revitaliser un centre-bourg. Mais il est bien dans mon intention, 2025 en tout cas, en y associant la population et tous les élus intéressés, de relancer en quelque sorte cette commission extra-municipale consacrée à la revitalisation du centre-bourg, hein, qui est née, mais qui ne vit pas, c'est un fait. Il va falloir absolument, j'y tiens absolument, qu'on la relance sur cette fin de mandat. Il y a quelque chose à faire, il faut absolument qu'on travaille sur cette attractivité commerciale du centre-bourg. Et donc, je vous propose d'acquérir ce bien pour démarrer en quelque sorte cette revitalisation. J'ajoute qu'à l'étage se situe un bel espace qui pourrait également accueillir de l'attractivité, peut-être pas forcément une activité économique. Ce pourrait être, pourquoi pas, de nouveaux logements d'urgence. On aura l'occasion d'en discuter. En tout cas, c'est un projet qui suppose qu'on ait la maîtrise foncière, qui suppose qu'on soit propriétaire. Je remercie Gironde Habitat d'avoir accepté de nous vendre ce bien. Et donc, je vous propose ce soir de procéder à l'acquisition de ce bien pour un montant de 155 000 €. Et je m'engage devant vous à vous associer étroitement, comme on le fait depuis le départ, au projet qui sortira de terre, je l'espère, dans quelques mois, courant 2025. Y a-t-il des questions peut-être au sujet de cette acquisition? Madame Fontaine, je vous en prie. Non, pas une question. Nous en avons effectivement longuement discuté en commission et nous validerons cet achat. Très bien, je vous remercie. Je passe cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre sujet en lien avec ce que je viens d'évoquer, à savoir la revitalisation du centre-bourg, le droit de préemption urbain, artisanal et commercial qu'on souhaite mettre en place à Ison. L'idée, c'est que quand un fonds de commerce est en vente à Ison, que la collectivité puisse se préempter
cette cession de fonds de commerce. Je ne parle pas des murs, hein, je parle vraiment des fonds de commerce. De telle sorte qu'on puisse un petit peu avoir la mainmise, la maîtrise sur l'activité économique qui va venir s'installer sur les murs en question. Et donc pour ça, il faut qu'on mette en place un droit de préemption urbain artisanal et commercial. Et évidemment, c'est une procédure à respecter. On a d'abord dessiné un périmètre. Le périmètre dessiné s'étend grosso modo de la zone de Mocaillou, d'Intermarché, et va jusqu'au, à peu de choses près, jusqu'au rond-point des écoles. Et donc ça veut dire que sur ce périmètre-là, des deux côtés de l'avenue Général de Gaulle, et puis sur une partie de l'avenue Caverne, la commune sera désormais prioritaire pour, le cas échéant en tout cas, préempter des fonds de commerce. À charge pour nous, dans les mois qui suivent, d'installer un commerçant qui exerce une activité qui correspond à ce qu'on attend, en tout cas, sur le centre-bourg, disons. Par exemple, si, je pense souvent à cet exemple, mais je préférais qu'il y ait... je sais pas, moi, je préférais qu'il y ait un petit commerce plutôt qu'un assureur ou une agence immobilière. Elles sont précieuses, hein. Les agences immobilières sont précieuses, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Les assureurs sont précieux, mais ce n'est pas eux qui viennent revitaliser un centre-bourg, même si, évidemment, c'est une activité respectable. Je préférais qu'il y ait du petit commerce et donc l'idée c'est de s'armer en quelque sorte, d'avoir à notre disposition ce levier pour pouvoir le cas échéant préempter. Et pour cela, il faut absolument que vous acceptiez ce soir qu'on mette en place ce droit de préemption urbain et artisanal à l'échelle de la commune. Je le dis tout de suite parce que c'est important de savoir d'où on vient et c'est important également de reconnaître ses faiblesses. Lorsque j'étais conseiller municipal dit d'opposition, j'avais suggéré à l'équipe précédente de mettre en place ce droit de préemption urbain et artisanal, et on m'avait renvoyé dans mes 22 en me disant grosso modo qu'il ne relevait pas d'une municipalité d'être volontariste sur le sujet et qu'il fallait laisser le marché au marché. Je la fais courte, mais c'est quasiment dans le texte ce qui m'avait été répondu par ma prédécesseur. J'avais regretté cette décision, il m'a semblé à l'époque en tout cas qu'il y avait un gros enjeu au moins à préempter l'ancienne supérette, à minima, vous voyez, d'avoir cette possibilité de préempter la supérette. Bon, on m'avait renvoyé dans mes 22. En début de mandat, quand nous sommes arrivés, l'idée m'a effleuré l'esprit de mettre en place enfin ce droit de préemption urbain artisanal liaison, mais je ne l'ai pas fait pour une raison simple, c'est qu'entre-temps, la supérette, les murs du diagonal avaient été vendus, et donc il y avait déjà un projet qui était dans les tuyaux, projet qui tarde à sortir, et d'ailleurs... bien que le porteur de projet m'ait affirmé qu'en janvier de cette année, la supérette va ouvrir, enfin la halle commerciale va ouvrir, je n'y crois absolument pas. Et il y a même d'autres bruits qui courent au sujet de ce porteur de projet qui sont plus inquiétants. Mais on reviendra sur le sujet en commission, je ne peux pas le faire publiquement. Mais en tout cas, du coup, on n'avait pas mis en place ce droit de préemption urbain parce qu'il me semblait qu'il n'y avait plus d'enjeu. Enfin, c'est une erreur, puisqu'entre-temps, il y a certains fonds qui ont été vendus. On aurait pu faire d'autres choix, en tout cas, que ceux qui ont été portés, qui sont respectables par les entrepreneurs en question. Donc, pour l'avenir, je me dis, on ne sait jamais. Je ne suis pas sûr qu'on dégaine en quelque sorte ce droit de préemption urbain, artisanal et commercial, mais au moins, on aura la possibilité de le faire si une opportunité se présente. Voilà. Y a-t-il des questions peut-être sur ce dispositif? C'est OK pour tout le monde? Très bien. Je passe donc cette délibération au vote. J'étais clair, oui, Karine? Oui. Très bien. Je vous remercie. Je passe donc cette délibération au vote. Qui est contre la mise en place de ce droit de préemption sur la commune? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre délibération. Un avis sur l'enquête publique qui a été lancée par le syndicat mixte Eau et Rivière de l'Entre-deux-Mers, le SMER E2M, concernant la réalisation d'un plan pluriannuel de gestion PPG, concernant, pour la partie isonnaise en tout cas, concernant le ruisseau des Prades. Alors on dit des Prades, mais en réalité, si on était précis, dans un premier temps, il s'agit du Vergne. Et une fois qu'on franchit le fameux pont du Bois, je ne pouvais pas ne pas en parler ce soir, on bascule sur les Prades. Et donc le SMER E2M, lui, il dit le ruisseau des Prades. Bon. C'est intéressant, c'est très intéressant puisque la volonté du SMER, c'est de mettre en place un plan pluriannuel de gestion des Prades et ce plan pluriannuel, en fait, d'abord s'appuie sur un diagnostic qui a été réalisé par un bureau d'études
en écologie aquatique qui s'appelle Aquabio, qui est situé à Saint-Germain-du-Puch, et je salue au demeurant l'entreprise Aquabio et son gérant, Bruno Fontan. Aquabio a réalisé une étude pour le SMER, mandatée par le SMER, sur tout le cours d'eau, du Vergne et des Prades. Aquabio a fait un diagnostic très précis, qui est à votre disposition, bien évidemment, et Aquabio a suggéré certaines actions, certains investissements à charge pour le SMER E2M de mettre en place ces travaux, de faire ces travaux. Et je précise que tant que le plan pluriannuel de gestion n'est pas adopté, les travaux ne sont pas possibles. Voilà. Il faut absolument qu'on adopte un plan pluriannuel de gestion, c'est la loi qui le commande, pour qu'on puisse faire pour qu'on puisse démarrer des travaux sur un cours d'eau protégé, peut-être de manière excessive, mais peu importe, c'est pas le sujet ce soir. On va pas parler du pont du Bois, ça fait 2 fois que j'en parle. Mais en tout cas, il faut absolument on ait un plan pluriannuel de gestion avant de pouvoir faire avant de pouvoir engager des travaux et pour pouvoir bénéficier de financement, notamment de l'agence sur l'eau, et financement plutôt intéressant. En tout cas, pour l'instant, ça va peut-être changer demain. Et pour l'instant, les subventions de l'agence de l'eau à Doubs-Garonne sont évidemment très intéressantes. Donc, je vous propose de rendre un avis positif sur l'enquête publique, enfin dans le cadre de l'enquête publique qui est lancée par le SMER E2M. Une fois encore, le diagnostic est à votre disposition. Le tableau des travaux envisagés sur 10 ans, donc c'est un plan sur 10 ans sur les Prades, ce tableau évidemment est à votre disposition et puis on pourra en discuter quand vous voulez. Le montant des travaux, je crois qu'on est à un peu moins de 500 000 euros sur 10 ans, bon c'est pas énorme. Ce sera bien davantage sur le Cantrane, hein, quand il y aura un PPG sur le Cantrane. Pour l'instant, pareil, rebelote, hein, le Cantrane, autre cours d'eau qu'on a sur Ison. Le Cantrane, on ne peut pas faire des travaux sur le Cantrane aujourd'hui, faute de plan pluriannuel de gestion. Et il a fallu se battre avec, alors pas le SMER, puisque le président du COUSO, et je salue le président du COUSO, était à nos côtés et m'a accompagné. Mais enfin, en tout cas, il a fallu convaincre les élus au niveau du SMER, du syndicat mixte aux rivières de l'Entre-deux-Mers, d'accepter que désormais le SMER ait compétence sur le Cantrane pour que le SMER puisse rebelote, faire un diagnostic sur le fonctionnement du Cantrane, mettre en place un plan pluriannuel de gestion sur 10 ans, envisager des travaux et aller lever des fonds, aller lever des subventions pour pouvoir réaliser ces travaux. La commune, je le répète, on me fait souvent le reproche de ne pas m'occuper du Cantrane. Je répète que si aujourd'hui je m'occupe du Cantrane, je peux aller en correctionnel. Voilà, concrètement, je ne peux pas le faire, je n'ai pas le droit de le faire. Je peux m'occuper des abords du Cantrane un peu plus loin, mais je ne peux pas toucher la digue du Cantrane, je ne peux pas renforcer la digue du Cantrane, je ne peux pas curer le Cantrane. La loi aujourd'hui me l'interdit et tant qu'un plan pluriannuel de gestion concernant le Cantrane ne sera pas adopté, voté par le SMER, on ne pourra pas faire des travaux sur le Cantrane. Voilà, il faut vraiment que ce soit très clair dans l'esprit de tout le monde. L'objet de la délibération, c'est les Prades, qui a 2 ans d'avance en quelque sorte. Il y a un PPG qui est en préparation également pour le Cantrane. Je ne l'espère pas avant 18 mois, je le dis. Mais enfin, on finira par y arriver. Il aura fallu un mandat pour y arriver. Et c'est pas c'est pas parce que je l'ai pas essayé. Hein, dès le début du mandat, j'ai voulu mettre en place ce PPG pour le Cantrane. J'ai pris le PPG des Prades en cours de route, donc on se bat, mais on fait ce qu'on peut, et ce n'est pas une compétence communale. Il faut vraiment que les Isonnais le sachent, il faut qu'ils comprennent que les travaux sur les cours d'eau ne relèvent pas d'une compétence communale, c'est une compétence du SMER, Entre-deux-Mers, et c'est une compétence exclusive. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit aujourd'hui d'engager des fonds, des deniers isonnés dans des travaux qui concernent le Cantrane ou les Prades. C'est une compétence exclusive du SMER. Y a-t-il des questions peut-être sur ce sujet? Micro, pardon. Micro, s'il te plaît, Philippe. Vas-y, ça marche. Vas-y. Non, n'appuie sur rien, vas-y, tu parles, c'est bon. Oui, bonsoir à tous. Bon, j'interviens puisque je suis l'élu qui siège au SMER 2M. Tout ça, comme monsieur le maire vient de le dire, c'est le fruit d'une très très longue lutte. Hein. Personnellement, j'ai tiré la manche de monsieur Ducousseau pendant des années. Hein, et monsieur Ducousseau me disait, mais le Canturane ne fait pas partie de nos bassins versants comme la Laurence pour Saint-Lobès. Et alors finalement, à force, ils se sont rendus compte qu'il y avait une incohérence dans leur territoire. Et donc, ils ont inclus le Canturane, le Jacoutais et la Laurence
dans le territoire. Mais il faut savoir que le territoire du SMER, il va de Saint-Loubès jusqu'à Sainte-Foy-la-Grande, hein. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir des gros problèmes d'inondation. Alors donc, eh bien, à force, ben, si vous voulez, les choses avancent, hein. Alors, concernant le PRAD, moi, j'en ai entendu parler, bien évidemment, mais par contre, je n'ai pas eu les résultats de l'étude. Et alors, le Canturan, il y a une étude qui est en cours, hein. Il y a un budget de 55 000 € pour ça. Et je pense qu'on aura certainement des résultats probablement prochainement. Et peut-être des travaux avant la fin du mandat. Voilà. Je l'espère. Je ne crois pas, mais je l'espère. Et je salue l'optimisme de Philippe Girard. Merci beaucoup, Philippe, en tout cas, de nous représenter et de bien nous représenter au SMER. Et merci au président, une fois encore, merci au président du COUSO, dont on a l'oreille. Je vous propose donc d'émettre un avis favorable sur ce plan pluriannuel de gestion dans le cadre de cette enquête publique. Y a-t-il des observations, peut-être des questions? C'était assez clair. Très bien, je vous remercie. Je vous propose donc d'émettre un avis favorable. Est-ce que tout le Conseil est d'accord pour émettre cet avis favorable? Très bien, je vous remercie de cette unanimité. Dernière délibération de la soirée. Yannick, tu reprends la parole, s'il te plaît. C'était donc la délibération sur table s'agissant d'admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Je t'en prie, Yannick. Oui, effectivement. Le service de gestion comptable de Coutras a adressé un état des titres irrécouvrables portant sur les années 2013 à 2022 relatifs à des créances du service périscolaire qui vont être recouvrées au terme d'un processus de poursuite s'avérant infructueux, et l'ensemble des créances s'élève à un montant de 1 500,93 €. Il est donc demandé d'admettre en non-valeur l'ensemble de ces créances. C'est OK? Très bien. Vous avez des questions peut-être sur ce sujet classique? Très bien, je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Pour terminer, deux, trois informations. D'abord, s'agissant du gros problème d'assainissement à Izon, une réunion publique a eu lieu le 8 novembre à la salle des fêtes, conformément à nos engagements auprès de la population. On s'était engagé au début de l'été à organiser une nouvelle réunion à l'automne pour faire le point sur les travaux qui ont été réalisés par le SIAPA, faire le point également sur l'exploitation assurée par Suez auprès des habitants concernés. Cette réunion a eu lieu. Le SIAPA a fait des travaux considérables, très très importants tout au long de l'été. Plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux ont été réalisés, et pour l'instant en tout cas, les retours des administrés, en tout cas, je ne m'en satisfais pas, loin de là, croyez-moi. Mais pour l'instant en tout cas, les retours des administrés sont sont que positifs. Il y a moins de problèmes, évidemment. On n'est pas encore dans le dur parce qu'on n'a pas encore eu des grosses pluies, et on fera vraiment le bilan en février-mars. Je pense qu'on n'aura certainement pas le même discours, mais en tout cas, force est de constater que le syndicat compétent, le SIAPA d'Arvers, a mis les moyens. Personne ne peut contester que le SIAPA a la volonté d'agir, enfin, que le SIAPA met les moyens, et c'est loin d'être fini, hein. C'est vraiment un plan pluriannuel d'investissement sur Izon qui portera ses fruits à long terme. Comme je l'ai dit à l'occasion de cette réunion publique, je ne vais pas mentir aux Izonnais et leur dire que tous les problèmes seront réglés dans l'année. C'est faux. Les problèmes demeurent. Il y aura encore des familles en galère au cours des mois qui arrivent. Et réparer l'intégralité du système d'assainissement, le rétablir, prendra des années. Voilà. L'héritage est tel, je le répète, hein, je l'ai dit, mais l'héritage est tel, le réseau d'assainissement a à ce point été mal entretenu à Izon au cours des dernières années que le chantier est titanesque. Voilà, c'est un chantier titanesque. Et donc, il faudra du temps au SIAPA, mais je veillerai, en tout cas, on veillera collectivement
à ce que le SIAPA continue d'avancer à ce rythme, mais c'est pas une mince affaire. C'est un gros sujet, c'est un sujet qui me pourrit mes nuits. La question du système d'assainissement maison, c'est un problème qui, de mon point de vue, va jusqu'à tellement essentiel qui va jusqu'à porter atteinte, me semble-t-il, à la dignité des familles qui sont impactées. Je dis bien la dignité des familles. Vous voyez, quand vous êtes obligé d'aller faire vos besoins, je le répète, dans le fond du jardin, et que ça dure des semaines, en 2024, dans une commune comme Ison, c'est juste un pur scandale. Mais oui, voilà, il faut faire beaucoup de travaux, il faut beaucoup d'argent, beaucoup investir, et j'espère bien qu'on va y arriver le plus vite possible, mais je ne ferai pas croire à la population, en tout cas, qu'on va y arriver en 3 mois, en 6 mois. C'est faux. Celui qui prétend le contraire, celui même qui prétend que c'est possible en quelques mois, c'est un menteur. C'est un menteur. Il y en a pour des millions. Il y en a pour des millions si vraiment on va jusqu'au bout du process. Là, déjà, dans un premier temps, le SIAPA, j'ai plus le chiffre de tête parce que j'ai pas bien préparé cette intervention. Mais de tête, je crois que le SIAPA a cet été investi près de 700 000 euros si j'inclus également les travaux qui ont été réalisés sur la canalisation qui fuitait beaucoup sur l'avenue de Portès. Plus le dévoiement avenue de Saint-Pardon, plus toutes les bâches qui ont été changées, ça fait beaucoup. Monsieur Vessière, je vous en prie. Oui, je sais que vous avez secoué un peu, et puis à juste titre d'ailleurs, et c'est tout à fait légitime de bouger des grosses entreprises comme Suez. Et ne pensez-vous pas que c'est plutôt structurel, plutôt que de faire des réparations comme ça sur du long terme? Alors, d'abord, je répondrai en 2 temps. D'abord, les réparations que vous ciblez là, les réparations, c'est de mon point de vue parfois davantage que des réparations, mais sont absolument nécessaires. C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour une raison simple, c'est que même si on voulait changer de système d'assainissement maison, d'un point de vue structurel, en disant le schéma, le système actuel, le système de bâche, qui présente peut-être des vertus, des qualités sur des terrains plats comme Ison, ne fonctionne pas à Ison, notamment parce qu'on a une nappe, on a des remontées de nappe. Si on faisait le choix de dire, bon, on arrête et on repasse sur un système gravitaire avec des pompes de relevage ici ou là, de toute façon, il y en aurait pour des millions et des années de travaux. Donc, c'est-à-dire que dans l'attente, même si on souhaitait changer d'un point de vue structurel, changer de système, de toute façon, il faudrait réaliser ces travaux. Ces travaux sont juste nécessaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, il n'y a pas d'alternative. Et parallèlement à ces travaux, une réflexion s'est engagée avec le SIAPA pour envisager de délester certains secteurs, gravement aujourd'hui impactés par les problèmes d'espèces, de délester certains secteurs et de les basculer sur un réseau gravitaire. C'est par exemple ce qui a été fait sur l'avenue de Saint-Pardon. Les gros travaux que vous avez eus sur l'avenue de Saint-Pardon consistent grosso modo à passer, je le dis de mémoire, une 60aine de foyers sur le réseau gravitaire qui finit à la station d'épuration qu'on a au Joga, là où avant elles étaient sur un système de bâche. Et ça veut dire qu'en le faisant ça, bon, ça coûte très cher certes, mais on rajoute un peu de vide, si je puis dire, pour les familles d'à côté qui restent sur le système de bâche, mais qui du coup vont avoir, c'est terrible ce que je vais dire, un peu plus de place, un peu plus d'air, un peu plus de vide, pour que leur système d'assainissement soit efficient. De même, sur le secteur d'Anglumeau, aujourd'hui, il existe un système d'assainissement gravitaire pour toute la zone d'activité. Ce qui est envisagé, c'est de basculer une partie est, disons, sur ce réseau gravitaire, mais les travaux coûtent très cher, on l'envisage, vous voyez, mais ça sera inévitablement très long. En attendant, les travaux de restauration du système actuel sont absolument nécessaires. Voilà. On ne pourra pas faire autrement que... On ne va pas basculer, changer structurellement de système du jour au lendemain, c'est pas possible. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à votre question. Alors, je vous en prie. En partie, donc, je comprends ce que vous dites. Je pense aussi qu'il y a une croissance de population qui n'a pas été maîtrisée, vu l'état actuel de tout ce qu'on a sur Ison. Je trouve ça un peu compliqué. On ne peut pas doubler de population en vivant avec les écoulements qu'on a, quoi.
d'abord, il n'est pas, d'abord, je ne sais pas quel est le sens de votre propos, mais d'abord, il n'est pas dans notre intention, en tout cas, il n'est pas dans mon intention de doubler de population. En revanche, et c'est peut-être Non, ce que vous ce qui a visez, été la fait. population d'Ison a doublé en très peu de temps. Mais ça, c'était hier. Merci. Non, mais je précise quand même, parce que les gens pourraient croire que j'ai la volonté de doubler la population d'Ison, ce qui n'est absolument pas le cas. En revanche, il est vrai que la population d'Ison a doublé sur les 20 dernières années, 20-30 dernières années, peut-être de manière déraisonnable. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous parlez en nombre de foyers, si vous raisonnez en nombre de foyers, on a 2 stations d'épuration à Ison. Vous voyez, une près du port et une route du Joga. Si on parle en capacité d'absorption, la station près du port est full. En revanche, la station au Joga a été calibrée de telle sorte qu'on pourrait accueillir beaucoup plus de foyers. Et la station de Joga, sauf erreur de ma part, parce qu'une fois encore, je n'ai pas préparé cette intervention, sauf erreur de ma part, la station de Joga est même pas à 40% de sa capacité de traitement. Donc ça veut dire qu'il reste de la place, si je puis dire, sur la station de Joga. Donc l'idée de délester, vous voyez, une partie ou d'envoyer une partie du système sur le Joga, on en a parlé dans le cadre de la commission urbanisme, on l'a ciblé, hein, on a dit voilà, ça pourrait être une solution de soulager un petit peu certains secteurs et d'envoyer davantage d'eau usée sur la station de Joga. L'étude qui est... le SMER a mandaté un bureau d'études pour étudier de très près, enfin, ce problème d'assainissement sur Ison et sur Vert. Vert qui rencontre peu ou prou les mêmes problèmes qu'ils ont. L'étude nous dit très clairement que le problème aujourd'hui, c'est pas tant un problème de capacité des stations. Le problème aujourd'hui, c'est un problème d'infiltration des eaux de pluie dans le système d'assainissement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas des eaux claires, des eaux pluviales, dans le système d'assainissement, les stations en tant que telles ont largement la capacité de traitement de toutes les eaux usées. Le problème, c'est que viennent se mélanger des eaux claires aux eaux usées. Ce qui explique qu'à chaque fois qu'on a des gros épisodes pluvieux, parce que le système n'est plus étanche. Vous voyez, là on parlait des bâches. Alors les bâches, a priori, c'est OK. Là, avec les travaux qui ont été faits, les bâches, les plus critiques en tout cas, sont redevenues étanches. Mais le problème, c'est qu'entre les bâches, il y a les tuyaux. Et les tuyaux eux-mêmes ne sont pas étanches. Les tuyaux sont usés, certains ont fait n'importe quoi, ont envoyé les eaux des toits, les eaux pluviales dans les eaux usées, etc. Donc c'est vraiment un problème d'étanchéité. Si l'étanchéité était retrouvée, on retrouverait une capacité de traitement des eaux usées parfaitement satisfaisante. Donc il faut vraiment être conscient de la nature du problème. C'est un problème essentiel d'infiltration des eaux de pluie au sein des eaux usées. Deuxième information, s'agissant... ah oui, carrément, non, faut pas déconner, sans déconner, c'est une plaisanterie, l'accueil des nouveaux arrivants, je n'étais pas au courant, donc le 7 décembre prochain, à 11h, à la salle Jules Delpy, c'est samedi matin, donc pour les nouveaux arrivants. J'espère que tous les nouveaux arrivants ont reçu une invitation. S'il y en a qui nous regardent et qui n'ont pas reçu une invitation, vous serez évidemment les bienvenus à la salle Jules Delpy samedi à 11h. Et puis les vœux du maire, les vœux de l'équipe municipale, les vœux du conseil municipal, autant pour moi, auront lieu le 11 janvier. C'est un samedi 11 janvier à 11h à la salle des fêtes. Et évidemment, toute la population y est conviée. Des questions, peut-être ? C'est OK pour tout le monde? Très bien, je vous remercie de ce petit conseil consensuel. Je vous souhaite une très belle soirée, à très bientôt. Au revoir.